Monsieur le Président, chers professeurs, chers confrères et chers amis, je suis extrêmement honoré d'avoir été invité à donner une conférence aujourd'hui et j'ai choisi de vous parler des thérapies moléculaires ciblées en oncologie médicale. Vous savez que la prolifération cellulaire normale est contrôlée par un certain nombre de gènes. Les proto-oncogènes qui jouent un rôle positif et les gènes suppresseurs de tumeurs qui vont parfois freiner la prolifération tumorale lorsqu'on n'en a plus besoin. Le cancer est une anomalie de cette prolifération cellulaire et en tout cas pour la plupart des tumeurs solides, on va avoir une succession d'anomalies génétiques ou d'altérations génétiques dans ces gènes proto-oncogènes qui stimulent la croissance cellulaire et qui vont donc donner une croissance cellulaire non contrôlée, ou alors dans des gènes qui sont les gènes suppresseurs de tumeurs et qui vont dès lors ne plus fonctionner correctement et emballer le système pour avoir une prolifération cellulaire non contrôlée. Les thérapies moléculaires ciblées, à l'inverse de la chimiothérapie qui agit de façon ubiquitaire, vont aller cibler le produit protéique, si vous voulez, de ces gènes qui contrôlent la prolifération cellulaire. Alors, l'exposé va être divisé en 4 parties. Je vais brièvement introduire le sujet en vous expliquant les grands principes de ces médicaments. Après, je prendrai 2 exemples, le carcinome rénal et le cancer du sein. Je vous montrerai ensuite qu'on est loin des espoirs que nous avions nourris avec ces différents traitements. Et je finirai par quelques perspectives. Alors ce tableau, vous allez le revoir plusieurs fois sur la présentation. Ça vous montre les protéines qui sont à l'heure actuelle fréquemment ciblées en routine dans le traitement du cancer. La famille principale, c'est la famille des récepteurs HER, avec le récepteur EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor, ou le facteur de croissance épidermique, qui peut être ciblé de différentes manières, comme nous verrons tout à l'heure, et pour lequel nous avons des médicaments qui le bloquent et qui sont utilisés de façon routinière, notamment pour traiter le cancer colorectal. À côté, dans cette famille HER, vous avez également le récepteur HR2, dont on reparlera aussi tout à l'heure, qui est une cible privilégiée dans certains cancers du sein. À côté de cette famille de récepteurs qui sont essentiellement des récepteurs pour des facteurs de croissance, on utilise de façon routinière également en clinique des médicaments qui vont bloquer la voie du VEGF ou du VEGFR qui stimulent la croissance de l'endothélium dont on reparlera aussi. La plupart de ces récepteurs vont utiliser des voies moléculaires pour transmettre le signal au noyau et pour enclencher la prolifération cellulaire. Ce sont essentiellement la voie PI3K, AKT, mTOR et la voie RAS, RAF, MEK et ERK. La stimulation de ces récepteurs va induire la croissance tumorale, va souvent inhiber l'apoptose et augmenter l'agressivité des tumeurs. Comment pouvons-nous bloquer ces récepteurs? Que nous nous trouvions sur une membrane cytoplasmique d'une cellule tumorale ou d'une membrane cytoplasmique d'un endothélium, le principe est souvent le même. Vous avez une partie extracellulaire au récepteur qui peut être bloquée par un anticorps monoclonal. Ce sont les médicaments dont le nom se terminera par MAP. Ou alors, on peut utiliser des kinases inhibiteurs. Ce sont souvent des molécules orales qui sont un peu moins spécifiques parce qu'elles vont aller bloquer plusieurs kinases. Ce sont les médicaments qui se termineront en IP et qui fonctionnent le plus souvent de la façon suivante. Si vous reprenez la membrane cytoplasmique, la partie intracellulaire du récepteur, vous voyez qu'il y a une poche dans laquelle va théoriquement se loger l'ATP, donc là, dans cette poche qui est située sur le domaine kinase, et vous voyez qu'on peut utiliser des molécules qui vont aller prendre la place de cet ATP et donc empêcher le signal de se transmettre. Ce sont essentiellement en clinique à l'heure actuelle les inhibiteurs tyrosine kinase. Alors, j'aurais pu vous faire un catalogue des différentes cibles et des différents médicaments qu'on utilise aujourd'hui en clinique. Je pense que la présentation a été relativement imbuvable. J'ai donc choisi 2 exemples pour vous illustrer le propos du jour. Le carcinome rénal.
le cancer du rein est une maladie rare, plus ou moins 1500 nouveaux cas par an en Belgique. Dans 80% des cas, on aura une inactivation biallélique du gène suppresseur de tumeur von Hippel-Lindau. Lorsque la maladie est localisée, elle peut être guérie par le traitement chirurgical, mais lorsque la maladie est métastatique, elle est le plus souvent incurable. Incurable ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider nos patients, mais elle est résistante à la chimiothérapie et elle est globalement résistante aussi à l'immunothérapie, qui ont des médications qui ont été utilisées il y a quelques années dans cette maladie. Mais que pouvons-nous faire pour ces patients qui se présentent avec une maladie disséminée? Et en fait, c'est la compréhension des anomalies moléculaires de cette maladie qui a amené au développement de nouveaux médicaments. Si vous avez ici une cellule normale en normoxie, elle va avoir un gène de von Hippel-Lindau normal et donc va sécréter une protéine de von Hippel-Lindau normale que nous allons retrouver dans le cytoplasme. Cette protéine va alors se fixer sur un facteur de transcription qui s'appelle IF1 et entraîner sa dégradation. Dans le carcinome rénal, je vous ai dit que 80% des patients avaient une altération dans le gène de von Hippel-Lindau. Il n'existe donc pas de protéine de von Hippel-Lindau dans le cytoplasme, ou bien cette protéine est anormale, et donc vous allez avoir une accumulation du facteur de transcription IF1. Ce facteur de transcription va être transloqué au niveau du noyau et entraîner la synthèse protéique de toute une série de facteurs tels que le VEGF, le facteur de croissance vasculaire, ou le vascular endothelial growth factor, ce qui explique en fait que le carcinome rénal est le paradigme de ces tumeurs hypervascularisées. Ceci est la famille des récepteurs VEGF. Celui qui semble le plus important pour les maladies cancérologiques, c'est le récepteur VEGF2 qui va stimuler l'angiogenèse et qui peut lier différents ligands tels que le VEGF-A, mais également le VEGF-C et le VEGF-D. Alors si on reprend notre cellule qui a son altération génétique, elle va sécréter du VEGF, ce qui va induire une prolifération de l'endothélium. Les tumeurs, ça va permettre aux nutriments d'arriver à la tumeur, ça va permettre à la tumeur de grandir. De façon intéressante, les récepteurs au VEGF sont également surexprimés sur la cellule tumorale. Et donc, lorsque nous bloquons ce récepteur avec nos médicaments, il n'est pas exclu qu'outre l'inhibition de l'angiogénèse, nous bloquons directement la prolifération cellulaire. Alors, reprenons le schéma de départ. Ceci est le récepteur VEGF, une partie extracellulaire, une partie intracellulaire. Et donc, en clinique aujourd'hui, nous pouvons utiliser des médicaments tels que le bevacizumab qui va se lier au VEGF, donc il va se lier ici au ligand, empêchant à ce ligand de se fixer sur le récepteur. Ou alors nous pouvons utiliser des médications orales, des inhibiteurs tyrosine kinase, qui vont aller bloquer la partie intracellulaire du récepteur. Je vous ai dit que le carcinome rénal, ces médications étaient utilisées dans le carcinome rénal métastatique. Donc quel est le but du traitement? Le but est d'augmenter la durée de vie de nos patients et également d'améliorer leur qualité de vie. Et donc les résultats, je vous prie juste un exemple, que nous pouvons obtenir avec ce genre de médicaments sont décrits sur cette dia. Donc c'est une courbe de probabilité de rester sans progression de la maladie. La courbe bleue était la courbe obtenue avec l'immunothérapie classique, l'interféron alpha, et la courbe en jaune avec le sunitinib, qui est un inhibiteur tyrosine kinase, entre autres du récepteur au VEGF. Et vous voyez que l'on double le temps de progression, le temps sans progression de la maladie. Vous voyez que cela ne se maintient pas et que finalement, tous les patients progressent, ou en tout cas la grande majorité. Prenons un autre exemple, le cancer du sein. Le cancer du sein est une maladie extrêmement fréquente, avec près de 10 000 cas en Belgique, et plus de 80% des femmes qui ont un cancer du sein doivent être guéries par le traitement multimodal de départ, en l'absence de métastase. Alors, au niveau du cancer du sein, 20 à 30% des tumeurs vont avoir une amplification du gène R2.
Donc au lieu d'avoir 2 copies, ils vont avoir plusieurs copies. Cette amplification va amener à la surexpression de la protéine R2. Et comme je vous l'ai dit, cette protéine R2 fait partie de la famille des récepteurs HER. Il y a plus de 10 ans, un anticorps monoclonal contre le récepteur R2 a été synthétisé, ici avec haute affinité et spécificité, et il a été testé dans le sous-groupe des patientes qui avaient un cancer du sein qui surexprimait R2. Alors je vous ai dit, et c'est la différence avec le cancer rénal métastatique, je vous ai dit que lorsque vous avez une maladie métastatique, vous essayez de prolonger la durée de vie, d'améliorer la qualité de vie. Ici, nous sommes dans une situation curative. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie d'augmenter la probabilité de guérir nos patients du cancer du sein. Et les différentes études cliniques ont montré que lorsqu'on donnait cet anticorps anti-R2 aux femmes qui avaient un cancer du sein localisé, pendant 1 an, on augmentait, c'est ce que démontre cette courbe, on augmentait de quelques pourcents la guérison de ces patients. Et donc ici, c'est une application où les thérapies ciblées, c'est la seule application à ce jour à ma connaissance, augmentent le taux de guérison et participent à la guérison des patients. On peut faire mieux, c'est-à-dire que l'herceptine est cet anticorps qui va se fixer sur R2, mais depuis 1 an en clinique, nous pouvons maintenant utiliser un nouvel anticorps. C'est un anticorps qui va combiner non seulement le trastuzumab, mais auquel on va lier une chimiothérapie qui s'appelle le DM1, c'est un dérivé de la méthancine. C'est une chimiothérapie en fait qui était extrêmement toxique, qui avait été testée il y a aussi plusieurs dizaines d'années en phase 1 et qui n'avait pas été développée parce qu'elle induisait trop de toxicité lorsqu'elle était donnée de façon systémique. Ici, elle est combinée à l'anticorps R2 et donc vous avez l'effet antitumoral lié à l'anticorps R2 que je vous ai montré tout à l'heure, mais en plus, lorsque cet anticorps se lie sur la cellule tumorale, il est dégradé au niveau du lysosome et la chimiothérapie va alors être relâchée à l'intérieur de la cellule tumorale et exercer son action toxique en inhibant les microtubules. Alors qu'est-ce que ça donne? Ici, ce sont des patients cancer du sein en situation métastatique. C'est ici une courbe de survie, donc c'est la probabilité des patients de rester en vie. Et ici, ce n'est pas très important, mais on a ici le traitement standard, qui est une chimiothérapie plus également un inhibiteur R2. Ce sont des patients qui surexpriment R2. Et ici, vous avez cet anticorps anti-R2 lié à cette chimiothérapie. Et vous voyez qu'on augmente très significativement la médiane de survie de ces patients. On passe de 25 mois pour le traitement classique à plus de 30 mois pour le traitement avec ce Herceptine, ce TDM1 amélioré, ce qui dans tel de résultats oncologiques est relativement exceptionnel, et ceci au prix d'une toxicité très modérée. L'effet secondaire principal que nous voyons, c'est parfois un peu de thrombopénie et éventuellement quelques élévations des enzymes hépatiques. Alors, je vous ai dit que je ne rentrerai pas dans toutes les thérapies ciblées qui sont développées, dans toutes les anomalies moléculaires, juste pour vous dire que nous avons d'autres médicaments pour cibler, que ce soit les récepteurs ou d'autres intermédiaires moléculaires. Je pense notamment maintenant qu'on utilise couramment dans le mélanome des inhibiteurs RAF, puisqu'il existe une mutation activatrice de RAF chez 50% des patients qui ont un mélanome. On utilise également dans d'autres cancers, fréquemment en routine, des inhibiteurs de mTOR, mais on teste tous ces différents intermédiaires moléculaires dans des essais cliniques. Nous avons des médicaments qui bloquent MEK ou des médicaments qui bloquent PI3K. C'est pas si rose que ça, parce que non seulement je vais vous montrer dans un instant que l'efficacité globale de la plupart des médicaments n'est pas très bonne, mais le concept ou l'adage que ces thérapies ciblées vont cibler l'anomalie moléculaire du cancer et préserver les cellules tumorales est évidemment tout à fait faux, puisque je vous ai dit que ces protéines qui sont ciblées sont présentes en faible quantité sur toutes les cellules normales. Et si on parle notamment de ces inhibiteurs de l'angiogenèse, ces anti-VEGF, 60 à 80% des patients, après 10 jours de traitement, vont développer une hypertension.
Ce n'est pas très grave parce qu'on peut traiter cette hypertension et on ne doit pas arrêter le médicament. Mais n'empêche qu'au début, quand on a eu ces médicaments en clinique, on n'y prenait pas toujours garde et on s'est retrouvé avec des patients avec des crises hypertensives. Rarement aussi, quand vous touchez au vaisseau sanguin, vous avez un risque d'induire des hémorragies, parfois très sévères, des thromboses, parfois très sévères. Vous avez des problèmes de cicatrisation et vous risquez, probablement par un phénomène ischémique, également des perforations intestinales. Ces complications graves surviennent dans 2 à 4% des malades traités. Je vous ai parlé de l'herceptine pour traiter le cancer du sein. Ce n'est pas non plus une médication qui est anodine. Elle entraîne chez un certain nombre de patients des dysfonctions cardiaques qui, heureusement, seront réversibles. Je n'ai pas montré d'exemple, mais je vous ai parlé des inhibiteurs de l'EGFR. Ces patients vont développer des rages cutanées ou éventuellement des diarrhées. Alors ceci, c'est un patient, juste pour vous illustrer le type de toxicité que nous pouvons avoir, qui avait été traité dans un tumeur TTQ, qui avait été traité dans un essai clinique avec un inhibiteur de l'angiogenèse. Vous voyez ici le scanner cervical avant traitement. Il n'y avait pas de tumeur au niveau cervical. Le patient avait des métastases pulmonaires, mais il va développer une ulcération au niveau de ORL, et cette ulcération, favorisée probablement par un terrain irradié, mais également par l'inhibiteur de l'angiogenèse, va entraîner une déchirure de tout le tissu avec une rupture de la carotide. Aussi, quand vous avez des problèmes, ici vous avez une patiente également atteinte du tumeur TTQ qui avait une métastase cutanée, et donc également en terrain irradié, ce qui a probablement fragilisé les tissus. C'est vrai que la réponse tumorale est excellente puisque la métastase a disparu, mais je ne suis pas sûr qu'avec une telle séquelle, nous avons grandement aidé notre patiente. Alors le problème principal auquel on est confronté, c'est souvent un manque d'activité, à l'exception de très rares situations cliniques où certaines altérations génétiques prédisent une sensibilité exquise aux médicaments. Dans le cancer bronchique, un certain nombre de patients, 5%, ont des mutations au niveau de l'EGFR. Ces mutations qui interviennent dans la conformation de la poche qui doit lier l'ATP, ce qui fait qu'elles vont beaucoup plus lier l'inhibiteur tyrosine kinase. Et ces patients, ces 5% de patients, quand ils sont traités alors avec un inhibiteur de l'EGFR, vont avoir souvent une très bonne réponse et souvent une très longue réponse. Il existe d'autres anomalies également dans le cancer bronchique, où on a une activation de l'anaplasique ALK, et on peut inhiber avec des médicaments crizotinib. Ou alors, c'est l'exemple que je vais vous montrer, dans le GIST, qui est un sarcome, des mutations dans le gène KIT. Alors le sarcome, c'est le gastro-intestinal stromal tumor pour GIST. C'est une tumeur qui est relativement rare et qui ne répondait, lorsqu'elle est métastatique, était palliative et qui répondait très mal à la chimiothérapie, avec une durée de progression très, très mauvaise, de l'ordre de 3 à 4 mois. Il se fait que ces patients ont souvent une mutation dans le gène c-KIT au niveau de l'exon 9 ou de l'exon 11. Et en mettant un bloqueur de cette protéine c-KIT, on a vu qu'on pouvait grandement changer le devenir de ces patients comparé à la courbe historique. Mais ça, ce sont des raretés. Et ce que nous observons le plus souvent dans notre pratique clinique, c'est ceci. Ceux-ci sont des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou, qui étaient réfractaires à la chimiothérapie classique et qui ont été traités dans un protocole avec un anticorps monoclonal contre le récepteur à l'EGF. C'est une courbe de probabilité de rester libre de la maladie, et ici, en abscisse, vous avez les semaines après l'injection du médicament. Et vous voyez qu'à la 8e ou 10e semaine, c'est-à-dire qu'à la première évaluation antitumorale qu'on fait chez ces malades, la majorité des patients, donc plus de 50% des patients, progressent. Par contre, parce que la courbe est significative, vous voyez qu'il y a une minorité de patients qui ont un bénéfice au long terme de ce genre de médication. Alors pourquoi, dans certains cas, cela fonctionne dans une minorité et dans d'autres cas, cela ne fonctionne pas? Dans la majorité
on ne le sait pas, mais je compare une des hypothèses, et je compare toujours ça à réseau du métro de Paris. Donc si vous voulez aller d'une station à une autre, vous allez essayer de prendre le chemin le plus direct, mais s'il y a un accident sur cette ligne de métro, vous avez toujours d'autres chemins pour vous échapper, pour finalement arriver au but. Et donc, on peut imaginer que toutes ces voies moléculaires sont interconnectées et que le signal, la cellule est maligne, la cellule va toujours trouver la manière d'enclencher le signal de prolifération. Cette hypothèse, on l'a vérifiée dans un essai clinique. C'est également un essai clinique qu'on a effectué chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou, qui étaient résistants aux platines. On sait que ces patients ont une surexpression du récepteur à IGF-1 et que plus ce récepteur est surexprimé, plus la maladie a mauvais pronostic. Et donc bloquer ce récepteur nous semblait une bonne idée. Et donc on a utilisé un anticorps monoclonal qui va bloquer ce récepteur et nous n'avons observé aucune activité clinique chez les 17 patients que nous avons traités. On a ensuite, alors dans ce protocole, il était demandé de réaliser des biopsies de la tumeur avant traitement et des biopsies de la tumeur 2 semaines après le début du traitement. Et en fait, ce que nous avons constaté, c'est qu'un autre récepteur, le récepteur à l'EGFR, était surexprimé. Donc ici la biopsie avant traitement, ici la biopsie après traitement. Chez la majorité des patients, on activait un autre récepteur pour stimuler la croissance tumorale. Alors les immunohistochimies n'ont pas une allure quantitative, mais on a confirmé ces données par d'autres paramètres moléculaires. La famille HER, 4 récepteurs, comme je vous ai parlé tout à l'heure, lorsqu'ils sont activés, en fait, ils vont former des dimères. Alors vous pouvez former des dimères avec, par exemple, 2 molécules de l'EGFR, mais vous pouvez former des dimères avec le copain HER, par exemple, R2 et R3 qui vont se combiner, R4 et R2, et toutes les solutions sont possibles. Et cela est aussi un autre mécanisme qui peut être impliqué dans la résistance au traitement. Alors, si vous regardez ici, donc dans le panel B, si on s'intéresse au récepteur HR2 qui était ciblé dans le cancer du sein, vous voyez que vous pouvez activer le signal si 2 récepteurs monomères HR2 vont se mettre l'un à côté de l'autre, mais également s'il se lie à son petit compagnon HR3. L'anticorps dont je vous ai parlé tout à l'heure, le trastuzumab, va en fait aller bloquer, empêcher la dimérisation de 2 molécules HR2, mais ne va pas empêcher la dimérisation d'HR2 et HR3. Et donc c'est un des mécanismes qui a été postulé pour expliquer qu'au bout d'un certain temps, les patientes progressaient ou que certaines patientes ne répondaient pas. Il y a une autre molécule qui a alors été développée, qui est le pertuzumab, qui va aller bloquer, qui va se fixer sur une autre partie, le domaine 2 d'HR2, et il va empêcher HR2 de se lier à HR3. Et donc il y a maintenant des études cliniques qui ont combiné non seulement le trastuzumab, ce nouvel anticorps qui bloque l'interaction HR2-HR3 associée à la chimiothérapie, c'est également une courbe de survie dans la situation métastatique, et vous voyez qu'on augmente de façon relativement significative l'efficacité d'HR2. Une autre raison d'échapper au traitement pourrait être la présence de mutations activatrices sous le niveau d'inhibition. Si on bloque le récepteur à l'EGFR par un anticorps, si vous avez une mutation activatrice dans RAS, le signal va continuer et vous aurez beau bloquer au-dessus, tant qu'en bas l'accélérateur est mis, cela sera relativement inefficace. Et cela a été démontré dans le cancer colorectal, où l'anticorps anti-EGFR augmente la survie des patients. Vous voyez que les patients qui ont une mutation activatrice au niveau de KRAS dans cette étude avaient une résistance au traitement, tandis que les patients qui n'avaient pas de mutation avaient un bénéfice de la molécule. Depuis cette expérience, ceci s'est considérablement affiné. Maintenant, le clinicien doit, avant de prescrire cette molécule, tester non seulement KRAS, mais également NRAS. Il y a d'autres mécanismes qui sont rapportés de façon sporadique. Je ne vais pas
rentrer dans les détails. Il y a parfois, lorsque vous bloquez avec un anticorps monoclonal, il doit reconnaître un certain épitope sur le récepteur le GFR. Ils ont montré que parfois ce récepteur pouvait se muter et donc vous perdez la sensibilité aux médicaments. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles tous ces médicaments ne pouvaient ne pas fonctionner. Quelles sont les perspectives ou les conclusions? Nous avons un gros problème en oncologie médicale. Tous ces médicaments sont développés par l'industrie pharmaceutique qui a les moyens et l'académique qui a peu de moyens. Et donc l'industrie pharmaceutique a grandement changé le devenir des patients cancéreux puisqu'elle a découvert ou mis au point tous ces médicaments. Mais pour le monde académique, il est relativement difficile d'avoir accès dans des indications qui nous intéressent à ces molécules ou à ces inhibiteurs. Et donc il faut toujours trouver des accords avec l'industrie pharmaceutique qui n'est finalement intéressée que de développer dans les indications qu'elle souhaite. Il faut que les oncologues et toutes les personnes qui s'occupent du cancer prennent l'habitude chez les patients de banquer les tumeurs, de prendre du plasma pour pouvoir après réétudier les mécanismes qui auraient pu intervenir dans la sensibilité ou la non-sensibilité des médicaments. Il faut améliorer nos modèles précliniques. Donc souvent on utilise des lignées cellulaires qui sont depuis des années dans le laboratoire, mais qui se ressemblent probablement plus du tout à la tumeur primitive. Et il faut designer de meilleurs médicaments. Je voudrais juste terminer en abordant 2 points, la sélection des malades et comment designer des meilleurs essais cliniques. Alors, on nous dit toujours, lorsque vous voulez tester un nouveau médicament, surtout ne les testez pas dans toute la population, allez sélectionner vos patients pour être sûr de voir un effet. Oui, mais ce n'est pas facile et je vais vous montrer cet exemple. C'est une étude clinique que nous avons conduite chez nous. Il s'agit de patients atteints d'un cancer de la vessie et 50% de ces patients ont une activation de la voie PI3K AKT-mTOR, que ce soit par des mutations activatrices au niveau de PI3K ou que ce soit par une perte de l'expression de PTEN. Et on s'est dit ce serait intéressant d'aller donc tester un inhibiteur de mTOR dans le cancer de la vessie, et nous avons choisi l'éverolimus, qui était déjà un traitement standard du carcinome rénal. Et s'est posé la question, avant de faire l'essai clinique, est-ce que nous allons sélectionner la population ou pas? Est-ce que nous allons sélectionner les patients qui ont une perte de PTEN ou qui ont une mutation au niveau de PI3K pour tester ce médicament? Et finalement, nous ne l'avons pas fait. Alors ceci, c'est les résultats. Donc 37 malades ont été inclus dans l'essai clinique. Ce sont les patients qui ont un cancer de vessie en situation palliative. Ici, vous avez la réponse tumorale. Donc si c'est positif, c'est que la tumeur a grandi. Si c'est négatif, c'est que la tumeur a diminué. Ce sont des patients d'extrêmement mauvais pronostic. Et vous voyez qu'une minorité de patients ont eu un bénéfice, que ce soit une régression de la tumeur ou une stabilité, ce qui n'est pas normal tout seul, donc probablement une efficacité de la molécule. Alors nous sommes retournés voir après qu'est-ce qui s'était passé au niveau, par exemple, de l'expression de PTEN. Et donc les patients qui ont eu un bénéfice, donc nous avons estimé qu'ils avaient un bénéfice de la molécule, donc soit les patients qui avaient une réponse tumorale, soit les patients qui avaient une stabilité pendant plusieurs mois, avaient tous une surexpression de PTEN ou wild-type, donc le PTEN n'était pas absent chez ces patients. Par contre, chez les patients qui n'avaient pas répondu, on avait plus ou moins 60% des patients qui n'avaient plus l'expression PTEN et 40% qui l'avaient gardée. Et lorsque le doctorant, je me souviens, c'était un samedi soir, m'a envoyé les DIA en me disant voilà, les patients qui ont eu un bénéfice, ce sont les patients qui ont tous une surexpression de PTEN, c'est 100%, je lui ai dit tu as inversé les groupes. Et non. Et donc, ici, après ça, le docteur Soron, qui avait mené ses expériences en collaboration avec le docteur Foron dans le labo de pharmacologie, sont retournés vers des lignées cellulaires de cancer de la vessie. Ils ont choisi 3 lignées cellulaires. Une lignée cellulaire dans laquelle il n'y avait pas d'expression de PTEN, une lignée cellulaire dans laquelle il y avait une petite diminution de l'expression de PTEN, et une lignée cellulaire dans laquelle il y avait une expression normale de PTEN.
Et en fait, ils ont retrouvé ce qu'on avait eu dans l'essai clinique, c'est-à-dire que les patients qui avaient une diminution, lorsqu'on bloquait mTOR par la rapamycine, une inhibition de la croissance ou de la survie des cellules, c'était les patients, ou des cellules, pardon, qui avaient une expression normale de PTEN. Ils ont également réalisé des Western blot en présence de rapamycine, et lorsque PTEN est, faut que je me trompe, oui. Lorsque PTEN est absent, donc dans la situation où nous aurions pensé avoir une inhibition tout à fait correcte, en fait, lorsqu'ils bloquent le mTOR, ils voient en fait une activation d'AKT. Alors, comment pouvons-nous expliquer ceci? Si on prend PI3K AKT mTOR, la protéine S6 kinase 1 qui est phosphorylée par mTOR et qui est activée par mTOR et qui a un rôle dans la translation protéique. Et donc cette protéine, lorsqu'elle est activée, va en fait exercer un feedback négatif au niveau par exemple de IRS1 qui va détruire, et donc lorsqu'elle est activée, elle va aller bloquer, si vous voulez, la propagation du signal. Elle va également agir à d'autres endroits en diminuant la transcription de PDGF et en allant bloquer mTORC2. Et donc si vous rajoutez un inhibiteur de mTOR, vous allez lever ce feedback négatif. Et donc comme vous levez ce feedback négatif, vous allez réactiver PI3K et réactiver AKT. Et l'hypothèse est donc que si vous avez perdu PTEN, qui était l'hypothèse se disant ça va être plus actif si PTEN n'est plus là, eh bien c'est pas juste parce que vous allez avoir une activation très importante d'AKT. Et comme vous le savez, AKT joue un rôle important dans de nombreux mécanismes qui induisent la prolifération cellulaire ou l'angiogenèse. Et donc maintenant, nous sommes repartis vers le patient où nous allons refaire une étude clinique où on va non seulement bloquer mTOR, mais également bloquer PI3K pour voir si on peut justement bloquer ce feedback. Il faut aussi qu'on pense à faire de meilleures études cliniques. Et je vais vous prendre un exemple. Je vous ai dit qu'on pouvait utiliser dans le cancer bronchique des inhibiteurs du récepteur ALEGF. Et c'est vrai que si on donne cette médication en monothérapie, on va augmenter un tout petit peu la survie des patients. Alors parfois les oncologues ils pensent que donner plus, c'est toujours meilleur. Et donc on s'est dit, on va combiner cette médication qui augmente un petit peu la survie lorsqu'on le donne seul avec la chimiothérapie, le mettre plutôt dans la maladie et essayer d'augmenter les résultats. Les firmes pharmaceutiques ont dépensé énormément d'argent pour réaliser ce genre d'études cliniques, mais l'avantage en survie a été tout à fait nul. Et donc ça illustre en fait qu'il faut réaliser des modèles précliniques et qu'il ne faut pas se jeter comme ça avec nos nouvelles molécules sur les patients. Il faut tester les différentes combinaisons en préclinique et puis aller vers nos malades. Je vais reprendre très simplement cette expérience qui a été faite dans notre laboratoire. On sait que les anticorps contre le récepteur ALEGF sont radiosensibilisants et donc dans les souris, nous avons donné 5 jours de radiothérapie et nous avons mis du cetuximab à différents moments, donc soit avant le traitement, soit pendant le traitement. Alors que la dose des médicaments reste tout à fait la même, vous pouvez voir en fait que selon la séquence, si on commence pendant ou après le traitement, l'effet antitumoral est nettement meilleur que si on commence avant le traitement. Et pour la petite histoire, c'est cette courbe-ci qui est à l'heure actuelle utilisée en clinique. Donc peut-être qu'en retournant vers nos modèles cliniques, nous pourrions faire beaucoup mieux. Pour terminer, il y a aussi une autre manière d'investiguer ces nouveaux traitements. Je vous ai montré des situations où on testait ces médicaments en situation palliative. Or, dans cette situation palliative, les patients ont vu déjà beaucoup de traitements, que ce soit de chimiothérapie, de radiothérapie. Et donc, les cellules ont développé des mécanismes de résistance au traitement. Depuis peu, et surtout dans le cancer du sein, ils prennent maintenant des patients qui ont été sélectionnés pour une chirurgie à visée curative. Et il y a toujours 2 ou 3 semaines, le temps qu'on prépare la salle d'op, de délai entre le diagnostic et l'intervention chirurgicale. Et dans le cancer du sein, la FDA a approuvé de tester des nouveaux médicaments
dans cette période préopératoire, parce qu'elle va vous permettre de tester l'efficacité des médicaments chez les patients qui n'ont rien vu comme autre traitement anticancéreux, également de réaliser des biopsies pré- et post-traitement et des examens d'imagerie. Alors nous, on n'a pas fait ça dans le cancer du sein, on s'est intéressé au cancer de la tête et du cou, où également on a donné en situation, ces patients sélectionnés pour une chirurgie, une thérapie ciblée contre le récepteur à l'EGF. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet d'optimiser les différents prélèvements biologiques que vous pouvez avoir, que ce soit les biopsies tumorales, également de faire pas mal d'examens d'imagerie, notamment des PET scans, pour voir un petit peu l'efficacité que nous pouvons observer. On a également la pièce opératoire après le traitement, et ça permet de calculer la cellularité résiduelle et de voir l'efficacité des différents traitements. Ça permet également de corréler cette efficacité, je ne rentre pas dans les détails, avec des examens d'imagerie tels que le PET scan. Et ça permet également d'étudier la pharmacodynamique, donc que font ces molécules réellement au niveau des cellules tumorales. C'est une expérience d'expression génique qui montre qu'en fait on n'impacte pas uniquement un seul facteur, mais différents éléments. Et grâce à ces données, avec l'aide de l'ORTC, on a créé une plateforme qui permet maintenant, dans le cancer de la tête et du cou, de tester chez les patients qui sont sélectionnés pour une chirurgie primaire des nouveaux médicaments dans des conditions qui sont probablement nettement meilleures que la condition palliative. Alors, je terminerai, c'est la dernière diapositive, simplement en vous disant que lorsque j'ai été oncologue médical il y a 13 ans, on n'utilisait pas de thérapie moléculaire ciblée en clinique, on commençait à utiliser l'Herceptine. Et aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans que je prescrive l'un de ces médicaments. Vous avez vu, pas toujours à bon escient et pas toujours de façon très efficace, mais c'est clairement une voie d'avenir dans le traitement pour nos malades. Je voudrais remercier les personnes dont j'ai montré les expériences, c'est le Dr Marjouadi, Seron et Schmitt, également le laboratoire de M. Feron, qui ont réalisé notamment des expériences sur les lignées cellulaires. Je suis essentiellement un clinicien. J'ai beaucoup de chance, vous aurez compris que mon topic c'était le cancer de la tête et du cou, de travailler dans une équipe multidisciplinaire qui n'a pas peur de réaliser tous les caprices de biopsie que nous désirons. Et c'est toujours très agréable de se faire accueillir lorsque les cliniciens se posent des questions par les vrais chercheurs, notamment au niveau des laboratoires de l'Institut de Tuve. Je vous remercie. Merci, M. Makis, de nous avoir fait comprendre, aussi ignorant dont je fais partie, quels sont les problématiques dans ce domaine. La discussion est ouverte. Bien, pardon, Louis Ducy. Il est incontestable que ces nouveaux médicaments ont constitué un progrès considérable dans le traitement de certains cancers. Au moment où on a découvert les inhibiteurs de protéines kinase, j'ai été très surpris de constater que ces inhibiteurs ciblaient la poche où se fixe l'ATP. Mon étonnement vient du fait que la poche qui cible l'ATP est conservée dans toutes les protéines kinase. Il est clair que si vous voulez regarder les structures tridimensionnelles des protéines kinase, la partie de la molécule qui fixe l'ATP est conservée. Et donc on pourrait imaginer qu'il y a peu ou pas de spécificité en utilisant les inhibiteurs de l'ATP. Comment peut-on expliquer la spécificité que vous avez définie? C'est tout à fait juste. Donc, comparé aux anticorps monoclonaux, les inhibiteurs protéines kinase sont beaucoup moins spécifiques, mais c'est probablement une affinité du médicament particulier pour certaines poches, comme vous l'avez dit, d'ATP. Et c'est vrai que quand on voit les données précliniques de ces différentes molécules, ils alignent toute une série de récepteurs tyrosine kinase et ils calculent l'affinité, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas la molécule va aller se fixer dans cette poche. Et donc c'est probablement cette différence d'affinité qui à mon avis doit être liée à la structure en 3 dimensions qui permet cette sélection. Mais on aurait imaginé qu'on aurait pu dessiner le design des inhibiteurs qui s'intéressent à l'autre substrat, qui est l'élément protéique, qui sera phosphorylé. Et là, il y a quelque chose de
médicaments spécifiques de santé qui pourraient être obtenus. Possible, oui. Vous ne tenez pas de médicaments de ce genre, en tout cas en développement, mais c'est certainement très judicieux. Oui. Merci beaucoup pour votre exposé. Il y a un aspect que vous n'avez pas du tout envisagé, qui est le rapport coût-bénéfice. Ce sont des médicaments qui coûtent extrêmement cher, et on a bien vu dans une série de cours que vous avez montré que le bénéfice était certainement statistiquement significatif, probablement en partie cliniquement significatif, mais avec quelques mois de survie supplémentaires. Donc vous savez, à cause du renforcement des médicaments, ce type d'approche commence à poser de plus en plus de problèmes. Je me pose la question de savoir vraiment si on peut encore investir dans ce type de molécules. Vous avez bien illustré deux choses pour réduire le coût. C'est d'une part de mieux cibler les patients, dont vous avez essentiellement exposé les possibilités, en sachant quelle limitation vous avez bien illustré également. Il y a un autre aspect que je voulais peut-être que vous envisager, c'est le stopping room, c'est-à-dire que on initie un traitement dans des circonstances souvent difficiles, des patients en classe statique, etc. Pour le médecin, c'est toujours assez compliqué de dire maintenant j'arrête le traitement parce que j'estime que la réponse n'est pas suffisante. Et donc, on peut imaginer que ça peut coûter beaucoup d'argent à la société. Et est-ce que cet aspect est envisagé? Est-ce que vous voyez-vous une possibilité d'optimiser cette problématique? Parce que nous, ce qui permettrait évidemment, globalement, sur l'ensemble de la population, de gagner énormément en coût d'efficacité. Donc le point des coûts est évidemment très très important. Je voudrais attirer votre attention sur une petite chose, c'est que ce sont des avancées scientifiques, que ce n'est pas toujours aux médecins ou aux scientifiques de dire s'il faut qu'en termes sociétal cela soit remboursé, c'est une autre prise de responsabilité. J'attire également sur votre attention sur le fait que vous avez vu l'Herceptine donnée en situation tout au départ non curative, maintenant guérie un certain nombre de patients en plus. Et donc ça signifie probablement le potentiel, en tout cas dans certaines indications de ce genre de molécules. Il y a eu des échecs parce qu'il y a d'autres thérapies ciblées qui ont aussi testé en adjuvant, notamment dans le cancer du côlon, et les résultats ont été négatifs. Donc il faut faire attention avant d'arrêter le développement de ce genre de molécules, parce que c'est peut-être quand on les donne plus tôt dans la maladie qu'on aura le plus grand bénéfice. Alors c'est vrai que lorsqu'on est en situation, vous avez dit, non curable, on est amené parfois à prescrire des médications qui coûtent très cher. Et il est, je pense, du devoir médical de contrôler assez rapidement, et quand je dis assez rapidement, il faut quand même se laisser 6 à 8 semaines, si on a une efficacité ou pas, et je pense qu'il est du devoir médical d'arrêter le traitement si celui-ci n'est pas efficace, surtout lorsqu'il coûte 4 000 à 5 000 euros par mois. Ça, c'est la théorie. Vous devez aussi savoir que vous vous trouvez devant un patient qui progresse. Vous avez la loi, qui est facile à écrire dans un bureau, et puis vous avez le patient devant vous. Question corollaire. C'est un business considérable pour les firmes. Ils voient un intérêt financier. Malgré les critiques qu'on peut formuler, alors comment est-ce qu'on explique cela? Comment est-ce qu'on explique la rentabilité au niveau de la pharmaceutique? C'est le coût des molécules. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie de l'industrie pharmaceutique. Maintenant, ce que j'ai dit, et je pense qu'il faut être très clair là-dessus, les fondamentalismes ont découvert des cibles, les firmes pharmaceutiques ont eu les moyens de découvrir des médicaments, et aujourd'hui, c'est quand même eux qui ont mis au point certains de ces médicaments et qui aident les malades. Donc c'est vrai qu'il y a derrière un coût important. Alors, nous nous trouvons parfois nous confronter avec l'industrie pharmaceutique, on voudrait tester telle molécule dans telle indication. C'est vrai que parfois l'industrie rechète vers ce qui l'intéresse. C'est pas facile, ce sont des débats difficiles. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, l'académique n'a pas la capacité de produire de façon industrielle ce genre de molécules. Michel Goldman. C'est par rapport à cette réponse, je pense pouvoir vous dire que ceci ne serait pas la solution. Je pense que la solution, c'est de trouver de nouvelles manières de collaborer avec l'industrie pharmaceutique. Et permettez-moi de vous dire que la voie là me semble être d'impliquer beaucoup plus activement dans ces partenariats
D'abord, ceux qui sont en principe les principaux concernés, c'est-à-dire les patients, les organisations de patients, et aussi, on les oublie beaucoup trop souvent, les agences de régulation. Donc nous avons dans les agences de régulation, en particulier à l'Agence européenne du médicament, des scientifiques de très haut niveau qui ne demandent qu'une chose, c'est effectivement dialoguer avec la communauté médicale, avec les chercheurs et avec l'industrie pharmaceutique. Parce que s'il y a effectivement une organisation que l'industrie écoute avec beaucoup d'attention, c'est évidemment, pour des raisons évidentes, les autorités de régulation. Et donc, bon, on pourrait parler très longtemps de tout ça, mais juste une question par rapport à votre dernière perspective sur, disons, la façon dont les essais cliniques sont conçus. Il y a d'ailleurs dans un excellent article qui explique que finalement, l'avenir de la recherche médicale, c'est d'abord tout ce que vous avez expliqué, mais aussi de repenser de façon fondamentale la façon dont les essais cliniques sont construits. Et donc, ma question touche à un essai qui a fait beaucoup de bruit dans le cancer, mais aussi en dehors, qui est ce fameux essai I-SPY2. Vous pouvez en expliquer sans doute les détails, sinon je vous encourage à regarder. C'est un essai qui a, si vous voulez, un design, comme on dit, adaptatif. Ça veut dire qu'on peut effectivement changer en fonction des résultats qui sont accumulés au cours de l'essai, finalement, la façon dont l'essai est conduit. Et donc, je voulais vous demander, quand vous parlez effectivement de ces partenariats du rôle des universités, des médecins, si vous ne pensez pas qu'il est temps, effectivement, que nos universités s'intéressent aussi à cet aspect et conduisent effectivement des recherches sur la manière de mener des essais cliniques plus performants qui permettent finalement d'amener des médicaments plus vite. Donc c'est tout à fait vrai, et c'était la fin d'exposé. Je pense qu'on doit absolument repenser la façon dont on fait les essais cliniques, ne pas aller largement vers une phase 3, dont finalement un grand nombre sont négatifs et qui coûtent énormément d'argent. Alors ce que vous avez dit est extrêmement important sur le design adaptatif. Donc ça veut simplement dire que si vous avez une molécule que vous voulez tester, mais pour laquelle vous ignorez le degré d'efficacité, parfois pour lequel vous pouvez ignorer la cible aussi ou ce qu'elle va faire au niveau de la cellule, vous pouvez au bout d'un certain nombre de malades réadapter en fonction de ce que vous avez vu. Ce sont des essais qui sont évidemment très challenging sur le plan méthodologique statistique. J'en ai déjà parlé plusieurs fois à l'ORTC et c'est vrai que ça choque souvent avec le statisticien parce qu'il se demande, il préfère avoir une vue. Mais c'est aussi des essais risqués parce que vous pouvez aussi induire un petit peu parfois ce que vous voulez. Donc je pense que c'est très bien dans le développement précoce lorsqu'on ne sait pas vers où on va, et puis après évidemment de raffiner. C'est vrai que dans tous les essais cliniques que j'ai montrés de phase 2 qui ont été conduites, ce sont pas vraiment adaptatifs, mais vous avez une hypothèse statistique pour chaque essai clinique et avec d'abord un nombre limité de malades et notamment l'étude que j'ai montrée avec l'anticorps contre le récepteur IGF-1, vous arrêtez si vous ne voyez pas d'efficacité au bout d'un nombre très limité de malades. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas rien apprendre. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on doit justement voir pourquoi ça n'a pas marché. Et donc chaque fois, vous devez de fait fonctionner par étapes, même si ce n'est pas adaptatif, lorsque vous développez un médicament, quelques malades avec une hypothèse statistique, et puis en fonction de cette hypothèse, éventuellement plus de malades. Oui, tout à fait. Je prie. Félicitations donc pour ce résumé qui ouvre la perspective pour quelqu'un qui a fêté 50 ans de diplôme, qui a passé 50 ans auprès des cancéreux à Bordeaux. Donc vous imaginez quelle jouissance spirituelle quand même avec les possibilités scientifiques l'une et l'autre. Donc je ne veux pas entrer dans les détails, mais finalement, et l'intervention de M. Goldman a montré déjà, que là nous ouvrons des perspectives dont nous n'avons pas parlé ici aujourd'hui, et ce sont deux faits. Nous n'avons pas parlé de qualité de vie, et que vous avez le réflexe et vous dites que je ne peux pas tout de suite ne pas prescrire le médicament, mais il y a un dialogue avec les patients, avec le patient alpha ou lambda qui juge au même titre s'il veut encore prolonger pour X prix 8 semaines ou 3 mois sur lui. C'est le premier. Le deuxième, c'est un énorme problème quantitatif que ce que vous avez expliqué et ce que nous avons savouré, c'est valable tout au plus pour une partie des pays européens et l'hémisphère nord, plus
installés et c'est fini. Mais nous sommes 7 milliards. Et donc, quelle est la quantité de cancéreux parmi les 7 milliards maintenant et les 9 milliards qui seront là en 35 ans? Et tout ça doit être traité dans cette perspective. Mais ça nous amène très loin. Encore une fois, félicitations. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Henri. La question, dans le panel de la possibilité de disposons, vous n'avez pas abordé le problème de la vaccination contre les antigènes néoplasiques quand on constate certains cancers pulmonaires de mélanome. Oui, je ne pourrais pas tout aborder. C'est vrai qu'il y a des nouveaux espoirs et maintenant dans l'immunothérapie, notamment vous avez ce vaccin dans le cancer de la prostate qui montre un avantage en survie, bien que je pense qu'il y a quelques problèmes méthodologiques justement dans l'essai clinique. Mais donc ça c'est une première chose, donc qui est un espoir pour l'immunothérapie. Et maintenant on a tous ces inhibiteurs, ces anticorps qui vont bloquer certains checkpoints au niveau de la régulation de l'interaction lymphocytes et cellules présentatrices d'antigènes qui augmentent l'immunité et qui ont fait la démonstration d'une certaine activité dans le mélanome. Et ça me permet de rebondir sur la question de monsieur qui avait parlé de quand faut-il continuer longtemps ces médicaments parce qu'ils coûtent cher. C'est vrai que là, typiquement, ces nouveaux médicaments, ils mettent un certain temps pour agir. Et donc, nous voyons des patients qui ont un mélanome qu'on traite par cette immunothérapie. La maladie grandit, parfois encore 4-5 mois avant de régresser. Et donc, ça pose la question de mettre en perspective sur le quand faut-il évaluer ces patients. Ça pose aussi la question, si on met une autre médication qui est l'inhibiteur de l'angiogenèse, c'est parfois une nécrose de la tumeur sans fond de la tumeur avec un bénéfice clinique. Donc c'est pas si facile. D'autres questions? Bon, si ce n'est pas le cas, nous vous remercions beaucoup, M. Marquis, pour vos extrêmement